Alors, correction de cet exercice 2 du deuxième DM, donc un exercice d'analyse avec des intégrales, oui, des suites, des séries, bref, un petit mélange de pas mal de choses. Un exercice un peu long avec des questions qui peuvent demander une certaine réflexion, pas forcément évidente, mais sans forcément être non plus d'une complexité extrême. Première question, on nous demande de montrer une inégalité avec une intégrale, c'est quelque chose d'assez classique. Donc je vais me donner k supérieur ou égal à 2. Je sais que je me donne donc t appartenant à k plus 1, puisque je vais intégrer sur cet intervalle, et je sais que donc t est supérieur ou égal à k. Par croissance de ln, j'ai t ln de t qui va être supérieur à ln de k par croissance de la fonction ln. D'où, eh bien, je multiplie par t qui est positif, t ln de t, qui va être plus grand que k ln de k, et par décroissance de l'inverse, un sur t ln de t va être plus petit que 1 sur k ln de k. Il ne reste plus qu'à intégrer. Or, l'intégrale conserve l'ordre. D'où ce que l'on veut, c'est-à-dire l'intégrale, parce que les bornes sont dans le bon sens, de dt sur t ln de t va être plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de dt. Oui, sur k ln de k, cette chose-là vaut 1 sur k ln de k, intégrale de k à k plus 1 de dt, c'est-à-dire 1 sur k ln de k. Conclusion, pour tout k plus grand que 2, l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t ln de t va être inférieure à 1 sur k ln de k. Voilà donc la première question de régler. Ensuite, on nous demande d'en déduire la nature de la série de termes général à n. Donc la question B. La série de termes général à n est égale à 1 sur n ln de n. On peut remarquer que comme n ici est supérieur ou égal à 2, cette chose-là est positive. Bon. Et voilà. D'où, pour tout n appartenant à n, la somme pour k allant de 2 jusque n des k plus 1 de dt sur t ln de t va être inférieure à la somme pour k allant de 2 à n des ak, des 1 sur k ln de k, c'est fait exprès. Quand on regarde cette chose-là, on voit que notre série elle est plus grande qu'une autre, donc on a probablement intérêt à démontrer que la série, la somme qui est à gauche, va tendre vers plus l'infini, et par comparaison, on pourra en déduire que la série de termes général à n diverge. C'est probablement ça, évidemment, la façon dont sont présentées les choses m'enjoint à penser que, mais ce n'est pas une démonstration à proprement parler. Je ne suis pas sûr à 100% que ça marche. Donc, mon énoncé est là. Ok. Donc voilà. Or, cette somme vaut quoi? L'intégrale de la somme pour k allant de 2 à n des intégrales de k à k plus 1 de dt sur t ln de t par la relation de Schall, ça sera l'intégrale de 2 jusqu'à n plus 1 de dt sur t ln de t. Et cette intégrale-là, je peux la réécrire comme ça. Alors, soit j'en trouve une primitive directement de tête, soit je réécris. Je vais donc avoir du 1 sur t sur ln de t dt. Alors, pourquoi j'écris ça comme ça? Parce qu'en écrivant les choses de cette façon-là, je fais apparaître du u' sur u, dont une primitive est ln de u.
Donc je vais avoir du ln de t, hein, u' sur u, mon u c'est ln, entre 2 et n plus 1, c'est-à-dire que je vais avoir du ln de n plus 1, moins ln de 2. La deuxième partie ne nous intéresse pas. Or, si n tend vers plus l'infini, vous avez ln de n plus 1 qui tend vers plus l'infini, lentement, mais donc par composition, ln de n plus 1 tend aussi vers plus l'infini. Donc plus l'infini, il est mal écrit. Passons à la suite. Par comparaison, on a donc la somme qui m'intéresse pour k allant de 2 à n de ces intégrales, qui va tendre vers plus l'infini. Par comparaison, la somme pour k allant de 2 à n dak tend aussi vers plus l'infini. La série diverge. C'était bien mon intuition, mais là c'est démontré. Voilà pour cette question 1 de cet exercice. La deuxième question, c'est une question sur la continuité de f. Montrer que f est continu sur moins l'infini 1, puis dérivable en 0. Bon. La continuité partout sauf en 0, elle est assurée par le fait que f est quotient de fonctions usuelles qui sont continues sur cet intervalle, sur cette réunion d'intervalles, donc ne nous pose pas de problème. F est quotient de fonctions usuelles continues sur moins l'infini 0 union 0, 1, et son dénominateur ne signale, ne s'y annule pas. Donc f y est continu. Reste à étudier la continuité en 0. En 0, ln de x, ln de 1 moins x équivaut en 0 à moins x, d'où f de x équivaut en 0 à moins x sur 1 moins x multiplié par moins x, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x. Or, 1 sur 1 moins x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc f est continu. Alors, je ne vais pas marquer ça comme ça. Donc f de x tend vers 1 qui est f de 0 lorsque x tend vers 0. F est donc continu en 0. Comme elle est continue sur tout le reste, conclusion, f est continu sur tout l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire moins l'infini 1 ouvert en 1. Ça, c'est réglé. Ensuite, la deuxième partie de cette question, c'est de montrer que la fonction est dérivable en 0 et que f' de 0 égale 1,5. Donc pour cela, on va s'intéresser au taux d'accroissement de la fonction f en 0, qui est donc f de 0 plus h moins f de 0 sur h, c'est-à-dire moins h sur 1 moins h ln de 1 moins h moins 1, le tout sur h, c'est-à-dire en mettant au même dénominateur moins h sur 1 moins h
ln de 1 moins h, je multiplie par h, et donc mon deuxième morceau, j'aurai moins 1 moins h, ln de 1 moins h. Donc voilà, j'ai mis au même dénominateur. Pour cet taux d'accroissement, vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc c'est même pas la peine d'espérer un calcul de limite aisé. Il y aura toujours de la forme indéterminée. Donc, par contre, je peux donner une équivalence. Alors le numérateur, je vais être embêté parce que j'ai le moins h et j'ai le 1 moins h ln de 1 moins h. Malheureusement, on n'a pas de règle simple, surtout dans le cas présent, qui nous permettent de faire des sommes d'équivalents. Ici, en plus, on est dans le cas où les deux tendent vers 0, donc on est dans le cas où vraiment ça ne marche pas du tout. Donc on ne peut pas donner un équivalent du numérateur, ben, c'est pas grave, je ne le fais pas. Par contre, au dénominateur, j'ai un produit, donc là, ça ne me pose pas de problème. Je peux donner un équivalent de ln de 1 moins h. Donc je vais avoir du 1 moins h. ln de 1 moins h qui équivaut à moins h en 0, multiplié par h. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici, alors on va mettre ça en bleu par exemple, tac, 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 j'ai déjà réglé un petit problème. Donc on a donc le taux d'accroissement de f en 0 de h qui équivaut à h 1 moins h, pardon, non pas h1 moins h, mais h plus 1 moins h ln de 1 moins h divisé par h carré multiplié par 1 moins h. Et là, on a toujours notre forme indéterminée du type 0 sur 0, mais on espère qu'on va pouvoir un petit peu arranger les choses. Comment faire? Eh bien, on va utiliser un développement limité de ln de 1 moins h. Or, ln de 1 moins h est égal à moins h carré sur 2 plus un petit taux de h carré. Donc, donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que h plus 1, non pas plus, mais moins h ln de 1 moins h divisé par h carré 1 moins h est égal à h plus 1 moins h facteur de moins h carré sur 2 plus petit taux de h carré, le tout sur h carré facteur de 1 moins h. Je vais mettre un h en facteur là-dedans, ce qui va me faire sortir un h. Ici, je pourrais mettre en facteur aussi, je pourrais un petit peu simplifier. Ça m'en fera déjà un pas en avant. Ensuite, le moins qui est là, ben, je vais le sortir là, ici. Donc, je vais avoir h facteur de 1 moins h. Et ensuite, je divise tout par h à l'intérieur. H plus h sur 2. Pardon, h1. Plus h sur 2, plus un petit taux de h carré sur h, c'est-à-dire plus un petit taux de h. Le tout divisé par h carré facteur de 1 moins h, et j'ai une première simplification qui s'opère. Ensuite, ben, je vais être obligé de développer mon numérateur, donc je vais avoir 1, moins 1 fois 1, donc moins 1 fois h sur 2, donc moins h sur 2, ensuite moins et moins plus h, plus h carré sur 2, plus un petit taux de h carré. Pourquoi h carré? Parce que j'ai h multiplié par h. Divisé par h facteur de 1 moins h. Et là, les choses se passent assez bien parce que le numérateur, ça va se simplifier. 1 moins 1, ça s'en va. Je vais avoir moins h sur 2 plus h qui va me faire donc du h sur 2 plus h carré sur 2 plus mon petit taux de h carré. Je divise ça par h facteur de 1 moins h. Et je peux remettre h en facteur au numérateur qui va être facteur de 1,5 plus h sur 2 plus un petit taux de h, le tout divisé par h facteur de 1 moins h. Le numérateur, si on regarde bien, lorsque h tend vers 0, il va tendre vers 1,5, puisque bien sûr le h sur 2 tend vers 0, et le petit taux de h, quelque chose qui est négligeable devant h, tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Mon dénominateur tend vers 1 lorsque h tend vers 0, non pas h tend vers h tend vers 0. On en conclut quoi? On a donc, par quotient de limite,
h plus 1 moins h ln de 1 moins h, le tout sur h carré 1 moins h, qui tend vers 1 demi lorsque h tend vers 0. Conclusion partielle. Le taux d'accroissement de h de f en 0 de h tend vers 1 demi lorsque h tend vers 0. Conclusion. F est dérivable en 0 puisque son taux d'accroissement admet une limite finie et f' de 0 c'est cette limite finie, c'est-à-dire 1 demi. Et c'est exactement ça qu'on nous demandait de trouver. Donc voilà pour cette question 2, un peu longue, mais que l'on a faite entièrement. Passons à la troisième question. En rouge. Montrer que f est dérivable sur calculer f' de x. Bon. Eh bien, en fait, on peut reprendre exactement le même raisonnement que celui qu'il y avait ici, en remplaçant continu par dérivable. Donc, je vais tricher un peu. Voilà. Hop. Un petit copier-coller. Voilà. Je vais remplacer continu par dérivable. Donc f y est dérivable. C'est exactement la même idée. Quand vous composez, que vous ajoutez, que vous multipliez, bref, que vous faites toutes les opérations visuelles sur des fonctions qui sont dérivables, à condition que le dénominateur ne s'annule pas, vous obtenez une fonction qui est dérivable sur l'intervalle en question. Calculer f' de x, donc ça va être un petit peu plus de travail, et là je ne peux pas faire de copier-coller. Soit x appartenant à moins l'infini 0, union 0, 1. Vous avez f' de x qui est égal, alors ma fonction f elle est où? Donc moins 1 multiplié par 1 moins x ln de 1 moins x, moins. Ensuite, dérivée d'un produit. Alors, la dérivée de 1 moins x, ça va me faire moins 1 multiplié par ln de 1 moins x, plus 1 moins x, multiplié par la dérivée de ln de 1 moins x, donc je vais avoir du moins 1 sur 1 moins x. Donc ça, c'est la dérivée de mon produit qui est au dénominateur, multiplié par le numérateur qui est moins x. Le tout sur 1 moins x, ln de 1 moins x, au carré. Donc c'est tout ce qu'on aime bien, pas du tout des calculs, des calculs pas sympas, bref, c'est assez moche, faut bien le dire. Donc je vais avoir x moins 1 ln de 1 moins x, c'est le moins 1 multiplié par 1 moins x qui me donne mon x moins 1, moins et moins, donc plus x, facteur 2, moins ln de 1 moins x, et mon autre morceau me donne moins 1. Le tout sur mon dénominateur, 1 moins x, ln de 1 moins x, au carré, c'est toujours pas très beau, mais c'est pas si grave que ça. Donc quand je vais distribuer mon numérateur, je vais avoir x ln de 1 moins x, moins ln de 1 moins x, moins x ln de 1 moins x, et moins x. Le tout divisé par le dénominateur. Il y a beaucoup de choses à recopier. Et là, les choses vont se simplifier pas mal, puisqu'on aura juste moins ln de 1 moins x plus x, le tout sur 1 moins x, ln de 1 moins x, au carré. Donc voilà notre f' de x. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle qui lui-même n'est déjà pas joli à écrire, f' de x est égal à moins ln de 1 moins x plus x sur 1 moins x ln de 1 moins x au carré.
Le dénominateur n'est pas très joli, mais ça n'a pas d'importance puisque, comme souvent les dénominateurs dans ce cas-là, c'est un carré, donc il est positif. Question suivante. Hop, hop, hop. B. Étudier le signe de ln de 1 moins x plus x sur moins l'infini 1 en déduire les variations de f. Bon. La fonction qui a x associe ln de 1 moins x plus x est dérivable sur l'ensemble qui nous va bien, c'est-à-dire sur moins l'infini 1. Je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est des fonctions usuelles exactement comme au-dessus. Soit x appartenant à cet intervalle-là. Je vais l'appeler phi par exemple. Phi prime de x est égal à moins 1 sur 1 moins x plus 1. C'est-à-dire moins 1 plus 1 moins x sur 1 moins x, c'est-à-dire moins x sur 1 moins x. Voilà, donc tout va dépendre bien sûr du signe de moins x. On a donc le tableau de variation suivant. X, moins l'infini, 1, 0. Le signe de moins x qui va changer, lui. Donc qui est positif avant, négatif après. Le signe de 1 moins x qui, lui, change de signe en 0. Et donc 1 moins quelque chose de plus petit que 1, ça sera toujours positif. Et donc ici, on a le signe de phi prime de x, qui sera donc positif avant, négatif après, avec valeur interdite ici. Et donc il y a un maximum en 0. Or, phi de 0 vaut 0. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini 1, vous avez phi de x qui est inférieur à 0, puisqu'on aura un maximum pour phi en 0. Hein. Ici, j'aurais pu rajouter, c'est vrai, une petite ligne pour les variations de phi, pour ceux qui ne les verraient pas. Donc, il y a un maximum en 0, ce maximum vaut 0, donc forcément, on est en dessous de 0. D'où, pour tout x appartenant à moins l'infini 1, ln de 1 moins x plus x est négatif. C'est ce que l'on vient de démontrer. On déduit les variations de f. On regarde le numérateur de f est négatif. Enfin, ln de 1 moins x plus x est négatif. Avec un moins devant, ça devient positif. Donc on en déduit que pour tout x appartenant à moins l'infini 0 union 0, 1, f' de x est négatif. On a f' de 0 égale 1 demi, j'ai dit négatif mais c'est positif, qui est positif, d'où pour tout x appartenant à moins l'infini 1, f' de x est positif. F est croissante sur moins l'infini 1. Et on a terminé la question 3b. Passons à la 3c. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition, puis dresser le tableau de variation de f. Bon, là, il y a un petit peu de travail à faire. En 1, ça va assez bien se passer, parce qu'on peut faire des croissances comparées. Vous avez donc moins x qui va tendre vers moins 1, facile. Et d'un autre côté, donc en posant grand x égale 1 moins x, on s'intéresse plutôt à la limite
en 0 de grand X, ln de grand X. Et ça, ben, ça tend vers 0 par croissance comparée, qui vaut 0 par croissance comparée. Et ça nous pose un petit problème, parce que c'est 0, on a besoin de savoir si c'est 0 plus ou si c'est 0 moins. Donc, ben on va se poser cette question-là. Si je me donne x appartenant à moins l'infini 1, vous avez 1 moins x qui est positif, et 1 moins x qui est inférieur à 1, donc ln de 1 moins x qui est négatif. D'où 1 moins x ln de 1 moins x, produit d'un négatif par un positif est négatif. Conclusion, on a donc 1 moins x ln de 1 moins x qui va tendre vers 0 moins lorsque x tend vers 1. Conclusion globale de cette partie-là. Le numérateur tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 0 moins, d'où la limite lorsque x tend vers 1 de moins x, bah, je vais écrire tout simplement de f de x. Le numérateur tend vers moins 1 sur 0 moins. Ça va vous faire du plus l'infini. On a une des deux limites. Intéressons-nous à la deuxième, en moins l'infini. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Le numérateur tend vers, vers plus l'infini. Donc vous avez x qui tend vers plus l'infini. Et le dénominateur qui va tendre, lui, vers un infini aussi. Le ln de 1 moins x va tendre vers plus l'infini. Et le 1 moins x aussi. Donc on est embêté. On ne peut pas utiliser d'équivalent, ou en tout cas pas vraiment simplement. Donc on a f de x qui est égal à moins x divisé par 1 moins x ln de 1 moins x. Donc là, il est hors de question, comme on est en moins l'infini, de dire que ln de 1 moins x équivaut à moins x, évidemment. Donc il va falloir que l'on trouve un autre moyen de faire. Il va falloir transformer les choses. Hein. Il n'y a pas de trop de choix. Et en fait, on va se ramener probablement à des croissances comparées. Hein. Là aussi, on va poser grand x égale 1 moins x. Je pense que c'est la façon la plus simple de régler ça. Grand x tend vers plus l'infini lorsque petit x tend vers moins l'infini. On a grand x tend vers plus l'infini lorsque petit x tend vers moins l'infini. Ça pourra nous aider après. Et f de x va être égal à quoi? Donc au dénominateur, j'ai x ln de x. Au numérateur, j'ai donc moins x. Et moins x, ça va me faire du grand x moins 1. J'ai donc du grand x sur x ln de x moins 1 sur grand x ln de x. J'ai donc du 1 sur ln de x moins 1 sur x ln de x. Cette chose-là tend vers plus l'infini, donc tend vers... alors, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Ça tend vers plus l'infini. Donc, globalement, cette fraction-là va tendre vers 0. Celle-là, x ln de x, bah, ça n'est pas une forme indéterminée, donc ça va tendre vers plus l'infini aussi. Donc, globalement, cette chose-là tend vers 0. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. 0 moins 0, ce qui me fait bien 0. Voilà pour la question 3. La question 4, on va se lancer dans l'étude d'une suite. Alors, quatrième question. On introduit une suite et on vous demande d'abord de montrer qu'il existe un unique réel tel que machin. Typiquement, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Montrer qu'il existe un unique réel un appartenant à 0,1 tel que f de un égale n. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme information sur f? F est croissante sur moins l'infini 1. Très bien. Je vais calculer donc f de 0.
f de 0 égale, je ne le calcule pas, hein, f de 0 égale 1. F de 1, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, je pense à plusieurs trucs. La limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale plus l'infini, on vient de le montrer. F est continue, on l'a montré à une question précédente, et croissante, alors on peut même dire strictement croissante. Alors est-ce que j'aurais marqué croissante ici? Oui. On va revenir là-dessus, parce que pour cette question-là, en fait, typiquement, donc c'est les valeurs intermédiaires, le théorème dit de la bijection, donc on a besoin de la stricte croissance. Et quand on regarde ça, donc on a notre f'. Ici, on a que c'est inférieur ou égal à 0. Et pour tout x différent de 0, vous avez ln de 1 moins x plus x, qui est donc strictement négatif. Bon. Je reviens là-dessus. Donc ici, f' de x est supérieur ou égal à 0, et f' de x strictement positif pour x différent de 0. Ça, c'est lié avec ce que je viens de réécrire ici. De ce fait, f' de x est strictement positif, sauf éventuellement, alors sauf en un nombre fini de points, sauf en 0. Donc ici, on peut rajouter strictement croissante. Ce qui va nous permettre de bien conclure, f est continue et strictement croissante sur 0,1 par le théorème de la bijection. F réalise une bijection de 0,1 dans l'espace d'arrivée qui sera 1 plus l'infini. Donc finalement, pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien n admet un unique antécédent. C'est le principe de la bijection par f dans 0,1. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoile, il existe un unique un dans 0,1 tel que f de un est égal à n. Voilà. Donner la valeur de U1. U1 est l'unique antécédent de 1. Par f. Comme f de 0 est égal à 1, on en déduit par unicité que U1 est égal à 0. L'unique antécédent de 1, c'est 0, donc U1 égale 0. Voilà pour cette question 4a. Question 4b, on nous demande de montrer la convergence de la suite UN, puis que la limite vaut 1. Bon. C'est la question 4b. UN est l'unique antécédent de n. UN plus 1 est donc l'unique antécédent de n plus 1. J'ai oublié de rajouter par f. N
est inférieure ou égale à n plus 1. Bon. F est croissante sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire sur 0,1. Par croissance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est croissante? Ça veut dire que les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents, ou que les antécédents sont rangés dans le même ordre que les images. Non pas par croissante, mais par croissance de f, eh bien vous avez un qui va être plus petit que un plus 1, puisque n est plus petit que un plus 1, f de un égale n, f de un plus 1 égale à un plus 1. Donc la suite un est croissante. Elle est majorée par 1. Donc, un converge. Je ne sais pas encore vers quelle valeur, enfin on me dit que c'est vers 1. un converge vers une certaine limite L, et tout ce que je peux dire, c'est que L est inférieur ou égal à 1. Sa limite L est inférieure ou égale à 1. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, je n'ai pas d'autres informations. Maintenant, il va falloir que j'arrive à dire que la limite est égale à 1. Sauf que, petit problème là-dedans, je n'ai pas de théorème simple. Théorème de point fixe ne fonctionnera pas puisque je n'ai pas une suite du type un plus 1 égale f de un, donc j'oublie le point fixe. Il va falloir que je trouve un autre moyen d'avoir ça. Supposons que L soit strictement plus petit que 1. Et je vais montrer que j'arrive à une contradiction. Je n'ai pas d'autre outil pour vérifier ça. Si L est strictement plus petit que 1, je vais m'intéresser à f de L. Je vais noter grand L égale f de petit l. Bon. Et je vais faire quoi? Je vais prendre un entier qui soit plus grand que L. Soit grand N, un entier qui soit plus grand que L. Donc je vais prendre la partie entière. Alors je n'aurais pas dû l'appeler grand L, je vais lui donner un autre nom. L, M. Partie entière de M plus 1. Bon. C'est un entier. Donc il a un antécédent unique, soit n0, son unique antécédent par f. Comme f est croissante, et que grand N est plus grand que petit m, on a un0 qui va être plus grand que L. Alors, strictement même, par la stricte croissance. Et ça n'est pas possible. Or, la suite un est croissante de limite L. Donc, pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à L. On a donc une contradiction. Conclusion. L égale 1. Donc un converge vers 1. En quelque sorte, si la limite c'est pas 1, on peut trouver des termes au-delà et ça nous pose problème. Question 4c. Calculer f de 1 moins n sur 1 moins 1 sur n racine de n, puis en déduire l'existence d'un entier n0 tel que machin. Bon, je vais calculer ça. Hein. Demande de calculer, je le calcule.
Ça, c'est 1 moins 1 sur n racine de n. Le tout sur 1 moins 1 sur n racine de n. ln de 1 moins... attendez, ici, là, je me suis rendu compte que j'ai oublié un bout. C'est moins x au numérateur sur 1 moins cette chose-là. ln de 1 moins 1 sur n racine de n. C'est pas simple. Donc au numérateur, j'ai 1 sur n racine de n moins 1. On verra ce qu'on en fait. Au dénominateur, j'ai 1 moins, donc il va me rester 1 sur n racine de n. ln de, même chose, 1 sur n racine de n. Bon. Est-ce qu'on peut arranger les choses? Sans doute. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par n racine de n. Je vais donc avoir 1 moins n racine de n, divisé par ln de 1 sur n racine de n. On peut encore arranger les choses, notamment avec des propriétés du logarithme. On verra si c'est utile, hein. Mais moi on me demande de calculer, donc j'essaye de donner une réponse la plus simple possible. ln de, alors je vais avoir du moins ln de n racine de n, et ça c'est n à la puissance 1,5 multiplié par n à la puissance 1, c'est n à la puissance 3 demi. J'ai donc 1 moins n racine de n divisé par moins 3 demi de ln de n. Là, je pense que ça va être difficile d'avoir une expression qui soit plus simple que celle-là. On va conclure juste après. Conclusion. f de 1 moins 1 sur n racine de n est égal à 1 moins n racine de n divisé par moins 3 demi. Alors on pourrait arranger les choses encore. Je vais multiplier par moins 1, donc je vais avoir du n racine de n moins 1, comme ça j'ai du 3 demi, et je multiplie tout par 2. 2n racine de n moins 2 sur 3 ln de n. Difficile de faire mieux. Est-ce que ça va être la meilleure forme possible pour faire mon travail? Je ne sais pas, mais on va voir ça. Derrière, on doit en déduire l'existence d'un entier n0, tel que pour tout n plus grand que n0, on a un inférieur à 1 moins 1 sur n racine de n. Donc, qu'est-ce que l'on sait sur un? On m'a demandé de travailler avec f. f de un égale n. C'est la définition de f de un. Si j'arrive à montrer que n est inférieur à cette quantité-là, c'est gagné. Or, eh bien, vous avez 2n racine de n moins 2 sur 3 ln de n qui est égal à n multiplié par, si je découpe, je vais avoir 2 racines de n sur 3 ln de n moins 2 sur n, comme j'ai mis n en facteur, donc 2 sur n et 3 ln de n. Or, cette quantité-là tend vers 0. Mais d'un autre côté, racine de n sur ln de n tend vers plus l'infini par croissance comparée. Donc tout ce bloc-là va tendre vers plus l'infini. Donc comme 2n racine de n moins 2 sur 3 ln de n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, il existe un rang n0 à partir duquel 2n racine de n moins 2 sur 3 ln de n est supérieur ou égal. Alors,
J'étais un peu vite en besogne. Ce qu'il me faut, c'est le 2 racine de n sur 3 ln de n moins 2 sur 3n ln de n, ce qui tend bien vers plus l'infini. Donc il existe un rang à partir duquel ce machin-là est plus grand que 1. Donc, il existe un n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, vous avez 2n racine de n moins 2 sur 3 ln de n qui va être supérieur ou égal à n. Conclusion, pour tout n supérieur ou égal à n0, vous avez f de un qui est inférieur ou égal à f de 1 moins 1 sur n racine de n. Par croissance de f là encore, pour n supérieur ou égal à n0, vous avez un qui va être inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n racine de n. Encore une fois, les fonctions croissantes sont les fonctions pour lesquelles les antécédents sont rangés dans le même ordre que les images et vice-versa. Conclusion. Il existe un certain n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien un est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n racine de n. Et voilà pour cette question 4C. Question 4D. On passe à une histoire de série. En déduire que la série de termes général moins 1 sur n ln de 1 moins un est divergente. Ben, on n'a pas trop le choix. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de un? Eh bien, soit n supérieur ou égal à n0, un est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n racine de n. Bon. Donc je vais avoir, je vais faire ça proprement, doucement, moins un qui va être supérieur ou égal à 1 sur n racine de n moins 1. Donc 1 moins un va être plus grand que 1 sur n racine de n. J'applique mon log. ln de 1 moins un va être plus grand que ln de 1 sur n racine de n. Et on l'a vu, ça fait moins 3,5 de ln de n. C'est ce qu'on a fait avant, je ne sais plus exactement quand. Je vais multiplier par n. On a alors n ln de 1 moins un qui va être plus grand que moins 3,5 de n ln de n. Bon. On va voir où ça va nous mener tout ça. Il faut que je passe à l'inverse, que je multiplie par moins 1. Donc je passe à l'inverse, ça me fait changer une fois de sens. Je multiplie par moins 1, ça me fait changer une deuxième fois de sens. Donc moins 1 sur n ln de 1 moins un reste supérieur à moins 1 sur moins 3,5 de n ln de n, c'est-à-dire, après avoir simplifié, 2 tiers multiplié par 1 sur n ln de n. Or, cette série des 1 sur n ln de n, on a montré à la question 1b qu'elle converge. Qu'elle diverge, pardon. Or, la somme des 1 sur n ln de n diverge. Et c'est une série à terme positif. Hein. Donc, la somme des 2 tiers de 1 sur n ln de n diverge. Par comparaison, la somme des moins 1 sur n ln de 1 moins un diverge. Vous voyez, la question 1b, on s'en était pas servi, ça n'avait pas de lien a priori direct, néanmoins, ben on s'en sert ici. Dernière partie. En revenant à la définition de un, on déduit que la série de termes général 1 moins un est divergente. Bon.
qu'est-ce qu'on sait de un? On sait que f de un est égal à n. Ce qui revient à dire que moins un sur 1 moins un ln de 1 moins un est égal à n. Bon. Ce qui revient encore à dire que moins un sur n ln de 1 moins un est égal à 1 moins un. Donc, on a l'égalité entre 1 moins un et le terme général d'une autre série. Problème, ce n'est pas exactement celle dont il est question à la question D, c'est ce un. Ce qui revient à dire ici que 1 moins un est égal à un multiplié par moins 1 sur n ln de 1 moins un. Voilà. Or, on sait que un tend vers 1. On sait également que cette chose-là est positive, parce que ln de 1 moins un est positif, et négatif, pardon, moins 1 est négatif, et le n est positif. Or, un tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. On l'a démontré à la question 4b. Donc, il existe un certain rang n0, tel que pour tout n, n supérieur ou égal à n0, et bien un est supérieur ou égal à 1,5 par exemple. Je pourrais faire un autre choix, mais un, comme il tend vers 1, au bout d'un moment, il va être obligatoirement plus grand que 1,5. D'où, à partir de ce rang n0, pour tout n supérieur ou égal à ce rang n0, vous avez 1 moins un qui va être supérieur ou égal à 1,5 multiplié par moins 1 sur n ln de 1 moins un. Donc 1 moins un est plus grand que 1,5 fois ce machin-là. Or, la série des moins 1 sur n ln de 1 moins un diverge. Donc, il en va de même pour la série somme des 1,5 de moins 1 sur n ln de 1 moins un. Par comparaison, vous avez la somme des 1 moins un, qui est encore plus grande, qui diverge aussi. Et voilà pour cette dernière question.